Bonsoir à tous et à la une ce soir, évidemment. Cette première année d'Emmanuel Macron, comment le macronisme a-t-il évolué avec l'exercice du pouvoir? Analyse dans un instant avec nos invités politologues et éditorialistes. La grève à la SNCF se poursuit. Édouard Philippe a reçu les syndicats aujourd'hui, mais ne compte pas pour autant revenir sur les grands principes de la réforme. La réponse pour sortir de l'impasse, on écoutera celle de Philippe Martinez à 19h30. Il est le secrétaire général de la CGT. La situation économique s'améliore. En un an au pouvoir, Emmanuel Macron est-il en train de remettre la France sur les rails? Bilan à 19h40 avec deux économistes, Nicolas Bouzou et notre ami Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Rachid Embarki. Les leaders syndicaux sont repartis déçus de leur entretien à Matignon. Oui, tous veulent poursuivre la grève. Il faut dire qu'Édouard Philippe leur a laissé peu d'espoir en affirmant qu'il n'était pas question de modifier la réforme, seulement peut-être de la finaliser. Magali Chalet. Il l'avait déjà rappelé à plusieurs reprises. Face aux syndicats, le Premier ministre le réaffirme. Plusieurs points concernant le projet de réforme de la SNCF ne sont pas négociables. L'ouverture à la concurrence, la fin du recrutement au statut et le changement de statut de l'entreprise. Le gouvernement ne reviendra pas sur les grands principes que je viens d'évoquer. Je veux être très clair sur la fermeté que j'ai exprimée et que j'assume pleinement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus rien à discuter. La fermeté n'interdit ni l'ouverture, ni la discussion. En guise de main tendue, le Premier ministre invite les syndicats à de nouvelles rencontres autour du 25 mai. Pour les plus virulents d'entre eux, Édouard Philippe porte la responsabilité de la poursuite de la grève. Il n'y a pas de plan du Premier ministre, on nous renvoie à d'hypothétiques discussions et nous on continue à appeler les cheminots à se mobiliser par la grève. Une heure d'échange pour nous expliquer on ne touchera à rien et quoi qu'il arrive, nous aboutirons à la destruction du statut. Les syndicats les plus modérés placent tous leurs espoirs dans les 2 prochaines semaines. Moi je souhaite que dans cette période, l'ensemble des acteurs et notamment le gouvernement, mais aussi l'UTP, entendent les propositions qui seront faites par la CFDT et les autres organisations syndicales. Le chef du gouvernement a réaffirmé que l'État reprendrait la dette du groupe progressivement à partir de 2020. Pour rassurer les syndicats, il a aussi promis d'investir davantage dans la rénovation du réseau ferré national. Et des cheminots de Sudrail ont mené cet après-midi des opérations coup de poing dans 3 gares parisiennes, la gare du Nord, la gare de l'Est et la gare Montparnasse. Ici, image de la gare Montparnasse où ils ont fait irruption dans le hall avec des fumigènes. Les CRS ont dû intervenir pour les repousser, faisant usage de gaz lacrymogène. Ce soir commence un nouvel épisode de cette grève des cheminots. Les 2 prochains jours seront impactés. Alexis Cuvillier, vous êtes à la gare de Lyon pour BFM TV. La direction prévoit un trafic encore une fois perturbé. Un trafic globalement encore perturbé. En effet, 3 TGV sur 5 sont à prévoir sur les rails demain. 1 TER sur 2. Ça sera beaucoup plus compliqué pour les trains intercités. 3 sur 10 seulement avec de fortes disparités en fonction des régions. En région Île-de-France, 7 Transiliens sur 10 sont à prévoir. Et 2 trains internationaux sur 3 seront sur les rails. Ce soir, à la gare de Lyon, il y a un petit peu moins de monde qu'une veille de jour férié traditionnel. Il y avait un petit peu plus d'usagers, de voyageurs dans l'après-midi. Visiblement, beaucoup nous disaient qu'ils avaient anticipé au maximum leur départ pour éviter les premières déconvenues. La grève va commencer ici dans moins d'1 heure maintenant. Il ne faut pas s'attendre à de grosses perturbations sur le trafic TGV ce soir. En revanche, dans certaines régions, si vous devez emprunter des intercités ou des TER, il convient de vous renseigner car de premières annulations ne sont pas à exclure. Alexis Cuvillier en direct de la gare de Lyon pour BFM TV avec Philippe Gaillou. La grève se poursuit aussi chez Air France. Les syndicats ne semblent pas en tout cas disposés à baisser la garde. Pour l'instant, l'intersyndicale est actuellement réunie depuis cet après-midi pour envisager la suite après l'échec de la consultation du PDG qui d'ailleurs partira le 15 mai. Grève donc qui se poursuit et pour demain, la direction prévoit d'assurer 80% de ses vols pour donc demain. Dans le détail, 95% des longs courriers, 75% des moyens courriers, 82% des courts courriers.
Vladimir Poutine a prêté serment pour son 4e mandat à la tête de la Russie. En mars dernier, il avait été réélu jusqu'en 2024 avec plus de 76% des voix. Et juste après la cérémonie de prestation de serment, eh bien, il a une nouvelle fois proposé Dmitri Medvedev au poste de Premier ministre. Sandra Gondois. La main droite posée sur la Constitution, Vladimir Poutine prête serment pour la 4e fois. En tant que président de la Fédération de Russie, je jure de respecter et protéger les droits et les libertés du peuple et des citoyens, de suivre et protéger la Constitution, de défendre la souveraineté et l'indépendance, la sécurité et l'intégrité de l'État, et de servir la nation avec loyauté. Une cérémonie savamment orchestrée. Quelques minutes auparavant, Vladimir Poutine avait quitté son bureau pour rejoindre en voiture une autre partie du Kremlin, la salle Saint-André, celle où étaient couronnés les tsars de Russie. À l'intérieur, l'attente des officiels comme le Premier ministre Dmitri Medvedev, des députés, sénateurs, des personnalités du monde culturel russe, mais aussi quelques amis du président à l'image du triple champion olympique français de ski alpin Jean-Claude Killy. À midi pile, le président s'avance dans la salle des trônes et prête serment. En mars, il avait été réélu avec 76% des voix, son score le plus élevé depuis son accession au pouvoir. Je remercie de tout mon cœur les citoyens russes pour votre solidarité, avec la conviction que nous pouvons faire une différence pour le mieux. Encore une fois, je veux vous dire merci. Merci pour le soutien sincère que vous, citoyens de Russie, m'avez apporté à l'élection présidentielle. Une cérémonie qui s'achève par une parade militaire cette année et contrairement à il y a 6 ans, Vladimir Poutine, en poste depuis 18 ans, n'a pas défilé dans les rues de Moscou. Il devrait annoncer la composition de son nouveau gouvernement dans les prochains jours. Le football, et c'est demain qu'aura lieu la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers. Les joueurs du petit club amateur ont cet après-midi pour la première fois foulé la pelouse du Stade de France pour un entraînement. Auparavant, ils avaient tenu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Écoutez. Je trouve que c'est une finale grandiose, très honnêtement, parce qu'elle rassemble tout le football. Voilà, la partie amateur et la partie professionnelle. Il y aura du talent. Des joueurs de top mondial avec le Paris Saint-Germain et il y aura des joueurs amateurs mais avec beaucoup de cœur et de solidarité. Donc voilà, ce sont des valeurs du football et je trouve que justement c'est une bonne publicité. Laetitia Hallyday donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Elle commente une photo d'elle et Johnny Hallyday postée par son ami Mickey Rourke sur Instagram. Elle affirme avoir des hauts mais surtout des bas, ajoutant que la douleur fait désormais partie de sa vie et qu'elle doit apprendre à vivre avec. 23 degrés et un grand soleil cet après-midi à Trouville en Normandie. Les chanceux qui font le pont ont pu largement profiter de cette nouvelle journée printanière. Sans doute qu'ils ne se sont pas privés. Et demain ? Ça va continuer. Au nord, mais ce sera nuageux. Au sud, la France est à l'envers. Et il y aura même des averses dans le sud, avec des températures matinales de 9 degrés à Brest, à 16 degrés à Nice, Marseille et Perpignan. Un an donc, Emmanuel Macron s'est installé à l'Élysée, un an que le gouvernement a commencé son travail de réforme et que l'opposition tente de trouver le ton juste. Alors en cette date anniversaire, quel bilan peut-on tirer de cette action ? Et derrière le rythme effréné des réformes, la communication bien huilée de l'exécutif et notamment du président, quels sont les impacts concrets sur la vie des Français ? On en parle avec vous, Aurore Berger. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe. Avec vous, Roland Querol, politologue, directeur du CETAN et directeur de recherche associé au CEVIPOF, Pascal Richer, journaliste à l'Observateur, et puis Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro. Vous avez publié Macron, la grande mascarade, bloc-notes 2016-2017 aux éditions de l'Artilleur. Alors première question, c'est le Figaro justement qui fait une petite revue de la politique de la presse étrangère. Macron est loin d'être fini, mais l'enchantement, lui, est fini. C'est ce que dit le Figaro à travers un certain nombre de unes de la presse étrangère aujourd'hui. Ouais. C'est pourtant la presse étrangère qui était la plus réceptive à l'image internationale qu'avait donnée Macron. Et de ce point de vue, on peut lui rendre hommage parce que cette mise en scène, cette théâtrocratie, cette politique de l'apparence, parce que cette politique de l'apparence compte pour beaucoup dans cette communication effrénée, me semble-t-il, de sa propre présidence.
avait réussi à susciter, en tout cas, une sorte d'enthousiasme. On avait cru le percevoir, de l'enthousiasme auprès de l'opinion internationale. Et c'est vrai que sur le terrain international, avec son épouse, il représentait bien la France. Il représente bien la France et il habite bien. Il faut le reconnaître. Le costume de président et l'image de la fonction présidentielle, et il donne une certaine fierté. Enfin, je supposais qu'il en donnerait une, en tout cas, également aux observateurs étrangers. Alors, ce que vous me dites là me surprend un peu, mais, tout relativement. Alors, oui, parce que c'est la Corriere della Sera qui dit il y a la magie perdue d'Emmanuel Macron. Il y a un an, il avait stupéfié le monde, mais maintenant, le vent a tourné. Mais l'enchantement l'a amené à tout gagner. Est fini, mais pour autant, il est loin d'être fini. Donc attention, on ne sait pas du tout que c'est fini. Voilà, c'est assez nuancé. Mais c'est la magie et l'enchantement, ces fameux mots qu'on a utilisés. Peut-être tout de suite une réaction, Aurore Berger ? Moi, je ne pense pas que le président cherche à provoquer de la magie ou de l'enchantement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on avait une fonction présidentielle qui avait été quand même assez abîmée ou dégradée dans les précédentes années. Et que l'image que le président de la République renvoie par son action et par sa stature fait quand même honneur à notre pays. Et il n'y a eu aucune fausse note quand on se souvient de toutes celles qui ont pu exister dans le passé. Le style, Pascal Richer ? Oui, il a du style. Effectivement, à l'étranger, il a marqué des points. Maintenant, l'enchantement peut aussi passer parce qu'il se retrouve un petit peu seul sur la scène internationale, que ce soit face à Donald Trump ou face à Angela Merkel, qui était prête, évidemment, à former un joli couple avec lui, mais qui ne peut pas... Qui n'en a plus les moyens. Qui n'en a plus les moyens, pour des raisons politiques internes. Donc, il est embarrassé de ces deux côtés-là. Donc, sur la scène internationale, c'est vrai qu'il va perdre un petit peu de son lustre. Ça compte beaucoup pour les Français, cette image, à la fois internationale, mais voilà, le regard, on a eu des unes incroyables dans beaucoup de journaux étrangers, des interviews à la fois, ça compte pratiquement pas électoralement. La politique internationale arrive au tout dernier rang des préoccupations des Français, et en même temps... Comme dirait l'autre. On va y revenir. En même temps, il y a une certaine fierté à voir son président incarner le pays à l'étranger et le faire avec une certaine élégance. Je crois que s'il y a un peu moins d'enthousiasme chez certains journaux étrangers, c'est parce qu'on l'a tout de suite identifié au futur leader de l'Europe. Et comme leader de la France, il passe toujours extrêmement bien dans la plupart des pays. Mais on ne voit pas l'Europe au rendez-vous. Et c'est pas faux. Pour le moment, il y a des difficultés à faire les progrès européens que Macron avait annoncés. Alors, dans le pari d'Emmanuel Macron, justement, pour exister en Europe et même être le leader de cette Europe, il fallait que l'économie soit au rendez-vous. Il fallait maîtriser les déficits, et cette première année devait être consacrée à cette transformation, en tout cas en partie, de l'économie. Les promesses du candidat Macron, Le Monde les liste, 8 réalisées, 45 en cours, 6 partiellement tenues, 24 incertaines et 2 brisées. Pascal Richer, vous êtes d'accord? Il y a eu beaucoup de promesses tenues, certaines non tenues, et notamment celle du pouvoir d'achat qui revient aux Français, de l'économie qui repart, du chômage qui baisse? Alors, pour ce qui est de la conjoncture économique, il a quand même eu pas mal de chance, puisqu'il est arrivé à une période où ça allait quand même bien mieux, le chômage baissait, et puis tous les indicateurs, que ce soit le pétrole, les taux d'intérêt, tout était au beau fixe. Donc effectivement, il a bénéficié d'une conjoncture favorable. Maintenant, sur votre deuxième question, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Il y en a une qui n'a, à mon avis, pas tenu. Il avait dit qu'il serait et à droite et à gauche. Et en fait, au bout d'un an, on se rend compte qu'il a été et à droite et à droite. C'est-à-dire que la plupart des réformes qu'il a engagées cette année sont plutôt des réformes économiques, un peu sécuritaires aussi. Mais dans les deux cas, il a mené une politique que ne déavoue pas ni Le Figaro, ni une grande partie du personnel de la politique de la droite qui approuve et qui sont même très contents de voir que finalement il va plus loin même que certains de leurs anciens présidents ou hommes politiques, notamment par exemple face à la SNCF où il est là, droite dans ses bottes, j'irai jusqu'au bout, etc. Et les gens de droite se disent bah voilà, on a quelqu'un qui au moins fait ce que les nôtres n'ont même pas osé faire. Oui, c'est vrai qu'un observateur de droite un peu paresseux pourrait se retrouver dans son discours quand il parle... il n'y a pas de paresseux au Figaro. Justement, il n'y en a pas quand il parle de libéralisme ou quand il montre une certaine autorité, un certain autoritarisme de mon point de vue, sur les grandes questions face à la SNCF, etc. Quand il dit « je ne bougerai pas », effectivement, il semble a priori ne pas bouger. Mais il faut tout de même creuser un peu parce que cette apparence-là
me cache précisément des réalités. Et alors, pour repartir sur cette politique libérale qu'on lui prête et qui serait, qui marquerait une politique de droite, je trouve que ce n'est pas exact. Car dans le fond, une politique libérale se lie à travers une baisse des dépenses publiques et à travers une baisse des impôts. Or, la dépense publique a augmenté de 2,5% en 2017. Les impôts ont augmenté également. Donc, c'est tout sauf une politique libérale. Quant à sa politique autoritariste, on y reviendra, mais il y a beaucoup de postures là-dessus, mais l'on voit bien que la main tremble à beaucoup de points de vue. Elle tremble face aux zadistes, elle a tremblé face au Black Bloc, et elle tremble trop souvent pour laisser croire que ce pouvoir serait aussi autoritaire qu'il prétend. Posture, Aurore Berger. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Déjà, je pense que c'est une grille de lecture qui est une ancienne grille de lecture. Enfin, essayer de en permanence raccrocher les réformes qui sont conduites pour savoir si c'est une réforme de droite ou de gauche. Moi, en tout cas, c'est une grille de lecture qui n'est pas la mienne et qui n'est pas la nôtre quand on travaille au sein de la majorité. Prenons un exemple sur l'éducation nationale. Les réformes qui sont menées par Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'elles sont de droite ou est-ce qu'elles sont de gauche? Quand vous dédoublez le nombre d'élèves par classe en CP, quand vous faites le programme Devoirs faits, quand vous réformez le baccalauréat, c'est de droite ou c'est de gauche? En fait, peu importe, c'est efficace et je crois qu'il est unanimement salué dans l'action qu'il mène. Quand d'abord vous libérez sur la question du code du travail, mais que dans le même temps, vous faites la réforme de la formation professionnelle, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Je pense que c'est plus la grille de lecture qui est pertinente et très honnêtement, c'est pas nous la manière avec laquelle on réfléchit, on travaille sur les réformes. Pourtant, selon une enquête du Cevipof, Roland Carroll, je me tourne vers vous, sur une échelle de 0, qui est très à gauche, à 10, très à droite, où classeriez-vous Emmanuel Macron? À cette question, les Français ont apporté en moyenne comme réponse 6-7. Oui, parce que donc moi je suis pas en désaccord avec Aurore Berger sur la grille de lecture. Je crois qu'il conviendrait d'en changer. Le problème, c'est que il y a plein de Français qui n'en changent pas, et que les Français, cette enquête du Cevipof est intéressante parce qu'il faut la comparer avec celle d'il y a un an, et il y a un décalage très net du positionnement d'Emmanuel Macron sur la droite. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre d'électeurs qui sont plutôt à gauche et qui par rapport à leurs attentes à eux, c'est pas les observateurs qui parlent, par rapport à leurs attentes à eux, ont été désillusionnés ou déçus. Grosso modo, pour les raisons que vous avez dites. Alors, ça a commencé très rude avec l'histoire du contrat de travail. Ça n'a changé en rien la vie des Français. Ça a un petit peu amélioré notre image dans les entreprises étrangères souhaitant investir chez nous, mais ça n'a rien changé à la vie. Ce qui a changé, c'est en effet le fait que côté pouvoir d'achat, ça n'allait pas. Donc il y a la CSG, il y a eu l'histoire des logements et tout ce qu'on veut. Voilà, cette histoire de président des riches, ça a tout de même, et ça continue à marquer les gens, à un moment où le pouvoir d'achat a rejoint et même dépassé, dans certains sondages, comme préoccupation première des Français. Ça a dépassé le chômage. Donc voilà, sur le plan de la politique économique et sociale, parce que le chômage baisse, bien sûr. C'est une forme de piège qui était prévue, peut-être, par le gouvernement, quand même, ou par Emmanuel Macron. C'est-à-dire, en gros, si ça va un tout petit peu mieux, on va me demander tout de suite de redistribuer, et donc, je vais être enfermé dans cette demande de redistribution. Mais c'est tout le débat qu'on a eu sur la fameuse cagnotte. Et c'est là où, en permanence, il y a aussi des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, on nous demande, et c'est une demande d'ailleurs des Français, de rétablir l'équilibre des comptes publics. C'est ce qu'on fait. On est passé sous la barre des 3% de déficit. Quand on parlait justement de l'image de la France et de la question européenne, c'était extrêmement important. Et du coup, parce que ça va mieux, il faudrait immédiatement qu'on redistribue et que l'État soit une espèce de grand guichet. Je pense que c'est justement parce que ça va mieux qu'il faut accélérer encore plus sur les réformes. Sauf qu'on a un peu distribué un peu aux plus riches des Français. Mais vous savez, on parlait là encore tout à l'heure des APL et sur la question des jeunes. On a fait une chose claire sur le pouvoir d'achat des jeunes, par exemple. Ils n'auront plus à payer la mutuelle étudiante. C'était 217 € par an. C'est bien plus que la question des APL. Bon, après, tout dépend qui commande quoi et là où on met le plus d'emphase. Quand on parle de la CSG, on oublie de dire que le corollaire de la hausse de la CSG, qui était encore une fois une réforme annoncée, c'est la baisse des cotisations sociales pour les salariés. Qui n'a pas été ressenti aussi nettement que vous l'avez décrit, c'est ça le problème, c'est aussi la perception. On ne peut pas nier que Emmanuel Macron a engagé des politiques qui, dans l'imaginaire politique français, sont des politiques de droite. Quand il supprime l'ISF pour le remplacer par l'IFI, quand il crée la flat tax sur les revenus
du capital, quand il supprime est-ce qu'il relance l'exit-tax aussi l'économie? Est-ce que ça aide à relancer l'économie? C'est ça la question. C'est une question. Là, je pour parle les Français, simplement c'est l'efficacité aussi des mesures. de positionnement politique. Ensuite, il appuie sur des marqueurs aussi symboliques, que quand il fait l'éloge de la royauté, ou quand il parle du catholicisme, ou quand il parle de l'ordre, etc. Il appuie sur des marqueurs qui sont plutôt des marqueurs de droite. Et les Français ne sont pas dupes, d'ailleurs. Vous voyez que sur le curseur gauche-droite, il s'est décalé, y compris dans l'électorat de droite, d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? À mon avis, c'est parce qu'il veut garder le pouvoir. Dans 4 ans, il veut être élu. Et là, il est en train d'asphyxier complètement la droite. Et d'ailleurs, on voit bien que Wauquiez n'existe plus. Et en face, il est en train de faire gonfler Mélenchon. Et donc, il se retrouve un petit peu... C'est le théorème de Malraux, qui disait, vous savez, entre le Parti communiste et nous, il n'y a rien. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est entre Mélenchon et nous, il n'y a rien. Et c'est pour lui la façon de gagner dans 5 ans. Et d'ailleurs, il a raison, il a raison de calculer comme ça, puisque lui, il a engagé des réformes qui vont mettre du temps à être mis en place, notamment la réforme des retraites. Il ne peut pas faire ça sur 5 ans, il a besoin de 10 ans. Donc il a raison de préparer le prochain quinquennat. En fait, l'an 2 a déjà commencé, j'ai envie de dire. On est parti sur l'an 2 et c'est le projet. Être dans ce dialogue avec Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il y a 3 jours, il s'est adressé à Jean-Luc Mélenchon depuis la Nouvelle-Calédonie. Enfin bon, il y a une façon effectivement peut-être de distinguer son opposant principal. Il a trouvé avec Jean-Luc Mélenchon un faire-valoir naturellement idéal, parce que en fait, il a réinventé l'eau tiède. Je parle du président de la République en se stabilisant dans un grand centre qui force aujourd'hui ses opposants à se radicaliser. Et naturellement, Mélenchon tombe dans ce piège-là au risque de devenir répulsif. Il va le devenir très rapidement. Et on voit bien que l'intelligence de Macron fait en sorte que de pousser par des petites provocations et la droite insoumise et l'extrême gauche, dans le fond, à se montrer dans son vrai visage, qui est un visage maintenant foncièrement violent. Mais pour revenir à votre question initiale de savoir s'il suit une politique de droite, non, il suit une politique du centre. Et une vraie politique de droite, elle ne se définit pas seulement par l'exonération de l'impôt sur la fortune, ce serait quand même bien caricatural. Elle se définit aussi par une politique de civilisation. Elle se définit aussi par une politique qui aborde les grands projets qui sont liés aux questions existentielles. Or, de ce point de vue-là, et c'est le reproche que je peux faire à Macron, c'est que d'avoir voulu, voulant mettre en avant son esprit complexe et de toucher à tout, on ne voit pas un angle qui apparaît, ou du moins si l'on voit un angle qui apparaît, il est exclusivement économique et il laisse tomber tous les grands sujets sociétaux qui, eux, sont des caractéristiques d'une politique de droite de mon point de vue. Et il y a une impasse. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir pendant cet an 2, j'ai envie de dire, comment on se projette dans l'an 2 maintenant? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce qui va être marquant? Parce que voilà, il fallait donner l'impulsion, il fallait montrer. Finalement, le bilan de la première année est un bilan qui, comparé à ses prédécesseurs à la même époque, est très correct et même meilleur. Qui d'ailleurs marche mieux dans l'opinion que les 3 prédécesseurs. Absolument. Mais qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Est-ce que le projet, c'est d'abord, comme l'explique Pascal Richer, d'arriver à être élu et donc de coaguler un grand centre, une grande posture centrale avec des épouvantails des deux côtés? C'est une vision un peu cynique quand même de la politique, qui serait de dire que le seul objectif est forcément de préparer l'élection. On n'est pas naïf non plus, il faut pas... Non, mais je suis pas mais Emmanuel Macron non plus, je suis sûre. Pas naïve, et Emmanuel Macron, à mon avis, encore moins. Il a fait sa thèse sur Machiavel, il ne faut pas l'oublier. Je pense quand même que... Il ne faut pas oublier les circonstances dans lesquelles on a été élu. Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour et on a eu un vrai risque populiste dans cette élection présidentielle. Et nous, ça, on le mesure au quotidien parce qu'on les voit à l'œuvre à l'Assemblée nationale, entre les insoumis, entre l'extrême droite, entre une partie de la droite radicalisée. Et on sait que si on ne réussit pas sur ce mandat-là, alors le risque, c'est ça. Le risque, c'est que ces personnes-là, qui sont dans une démarche extrêmement radicale, voire violente pour certaines d'entre elles, comme ça, comme on en a vu encore la démonstration cette semaine, arrivent au pouvoir. Donc on n'a pas le droit d'échouer. Donc en fait, vraiment, je ne me demande pas au quotidien si je mène une politique de droite, de gauche, du centre. Je me dis, est-ce que la politique qui est menée, elle correspond à la fois aux promesses qu'on a formulées vis-à-vis des Français? Oui. On respecte les engagements qu'on a pris devant eux et est-ce qu'elle est efficace? Et c'est vraiment ça qui guide l'action du président de la République, c'est ce pragmatisme. Est-ce que les Français le comprennent, pour conclure? Je crois qu'ils le comprennent très bien, puisqu'un très grand nombre nous dit que de toute façon c'est trop tôt pour juger et que voilà, on va voir, parce que sur l'économie par exemple, est-ce que le fait d'avoir joué les premiers de cordée, ça va vraiment tirer la cordée, ou est-ce qu'on va rester en deçà? Dans le prochain documentaire qui va passer à la télévision sur lui, il évoque la passion de l'égalité de la France. Eh bien, ça existe. C'est une vraie différence par rapport à beaucoup d'opinions. Nous avons un goût de l'égalité ou de la marche vers l'égalité. Et ça, évidemment, on ne le voit pas. Et donc, il y a eu ce sentiment de
président des riches, mépris social. Je ne crois pas que ce soit du mépris social chez Macron. Je crois que c'est plutôt une espèce d'arrogance technocratique. Il connaît les dossiers, il sait où il faut aller, il sait quelle est la bonne solution, et ceux qui ne le comprennent pas l'énervent un peu, quoi. Mais ça donne ce sentiment un petit peu de quelqu'un de hautain qui ne s'occupe pas de nous, les gens d'en bas. Et je crois qu'à force de continuer comme ça, il y a un petit danger. Ah oui, il y a un gros danger, oui, parce qu'en fait, c'est la cohésion sociale qu'il n'arrive pas pour l'instant à refonder. Je pense qu'il a multiplié les fractures. Il avait été élu sur l'idée de la fracture entre les élites et le peuple, et il multiplie les fractures, me semble-t-il, les fractures sociales, territoriales, identitaires, et ceci par D'où la politique éducative. Pardon. D'où la politique en matière d'éducation. Évidemment, c'est un débat qui peut se l'exception, poursuivre. en effet, vous avez raison. Qui se poursuivra, merci beaucoup. Dans un instant, il y en a un, je suis sûre, qui n'est pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de questions. C'est Philippe Martinez, le leader de la CGT. On va parler avec lui de la grève SNCF et puis aussi des 1 an d'Emmanuel Macron, bien sûr. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Vous mettez le nombre de chambres, 2328. et vous cliquez sur « Voir mon estimation ». Avec Meilleurs Agents, estimez gratuitement votre bien, rapidement. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. La revente facile avec vendezvotrevoiture.fr. 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 Évaluez votre voiture en ligne gratuitement et vendez-la dans une agence proche de chez vous. Vendezvotrevoiture.fr. Et quelle est la valeur de votre voiture? Vendezvotrevoiture.fr. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. Chaque jour en France, vous êtes des millions de personnes à aider vos proches à traverser la maladie. Mylan sait combien chaque geste compte. C'est pour cela que nous nous engageons à vos côtés. En plus de nos médicaments de qualité, aujourd'hui nous offrons des services qui facilitent la gestion de la maladie au quotidien. Car notre ambition chez Mylan, c'est aussi de vous accompagner. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Je m'appelle Pauline et ça fait 3 ans que je travaille pour Comme J'aime. Vous imaginez, vous, pouvoir mincir en mangeant du bœuf bourguignon, des tomates farcies ou du couscous? Chez Comme J'aime, nous avons adapté les recettes préférées des Français pour en faire des plats minceurs. C'était un sacré challenge, mais on a réussi. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 109 108. 0800 109 108. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, le perfectionniste. Bienvenue à toi, l'artiste. Bienvenue à toi, roi de la frime. Bienvenue à toi, le méchant du film. Bienvenue à toi, de la mafia. Bienvenue à toi qui envoie du bois. Bienvenue à toi et mini-toi. Manomano.fr, cliquez, bricolez, jardinez. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. En mai, avec les reprises Eco-Inspired, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Range ta chambre, chaton.
Je vends les choses que mes enfants n'utilisent plus sur Vinted. Télécharge l'application, prends une photo, ajoute ton article et vends. Le meilleur dans tout ça, tu vends sans frais sur Vinted. Grâce à Vinted, tu gagnes de l'argent et tu fais de la place dans ta maison. Commence à vendre dès maintenant. Télécharge gratuitement l'application Vinted. Ils ne l'utilisent pas, vends-le. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Mon secret, c'est la liberté. Et j'ai même la liberté de me faire plaisir. Nouveau Weight Watchers Liberté. Plus besoin de tout compter, nouvelle appli. Vite, en ce moment, offre spéciale. Démarrez à 0 €, puis moins 20%. Ça va les gars? Ah, ça fait plaisir. Ici. Ça va aller. Trois escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James avec Renault Capture. Le Signal avec Renault Kadjar. Le Collectionneur avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Il est 19h30, Rachid, le rappel des titres avec vous. Et d'abord les leaders syndicaux qui sont repartis déçus de leur entretien à Matignon. Tous veulent poursuivre la grève. Édouard Philippe leur a laissé peu d'espoir en affirmant qu'il n'était pas question de modifier la réforme, seulement qu'elle pouvait être finalisée. Ce soir, en tout cas, débute un nouvel épisode de cette grève à la SNCF. Pour demain, la direction prévoit 3 TGV sur 5, 3 intercités sur 10, 1 TER sur 2 et 7 intercités sur 10. La grève se poursuit également chez Air France. Pour demain, la direction prévoit d'assurer 80% de ses vols, 95% des longs courriers, 75% des moyens courriers et 82% des courts courriers pour les détails. Vladimir Poutine a prêté serment pour son 4e mandat à la tête de la Russie. En mars dernier, il avait été réélu jusqu'en 2024 avec plus de 76% des voix. Après cette cérémonie, il a une nouvelle fois proposé Dmitry Medvedev pour le poste de Premier ministre. Et puis c'est demain qu'aura lieu la finale de la Coupe de France de football entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers. Les joueurs du petit club amateur ont foulé pour la première fois la pelouse du Stade de France cet après-midi pour un entraînement. Bonsoir Philippe Martinez, merci Bonsoir. d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général de la CGT. Vous avez été reçu aujourd'hui à Matignon comme les autres syndicats. Notamment, on va y revenir dans un instant à propos évidemment du mouvement à la SNCF. Mais d'abord, c'est 1 an d'Emmanuel Macron à l'Élysée. En quelques mots pour vous, 1 an intéressant, désagréable. Sûrement que pour les très riches, c'est un an intéressant, mais c'est un an on pourrait dire de mépris. Et je crois que la petite phrase qu'il a prononcée lors d'un reportage qui va passer ce soir à la télé, me semble-t-il, montre sa haute considération pour les gens qui ont peu ou pas grand-chose. C'est comme ça. Oui, alors il a eu une phrase effectivement en disant dans un reportage complet où il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais oui. Enfin, on retient beaucoup celle-là. Oui. Ce qui est à l'image de sa première année. Vous le dites, une année de mépris. Oui, mépris pour tous ceux qui ont du mal à finir les fins de mois, ceux qui sont au chômage. Enfin, on peut citer de nombreuses images. Je me souviens de sa visite à la souterraine pour rencontrer les salariés de GMS. Et le fameux bordel, alors qu'on voit que depuis, il y a peu de salariés qui ont retrouvé du travail. Voilà, c'est ce mépris vis-à-vis de ceux qui souffrent tous les jours pour essayer de gagner leur vie ou pour essayer de trouver du boulot. Alors, il y en a d'autres qui souffrent un peu, c'est les Français qui n'arrivent pas à prendre le train.
Et aussi, il y en a qui ne sont pas très contents et qui se demandent quand est-ce qu'on va sortir de ce conflit. Aujourd'hui, vous avez été reçu par le Premier ministre. Vous avez le sentiment qu'il y a eu une avancée puisqu'il fixe une forme de calendrier. D'ici le 23 mai, d'ici le passage au Sénat, il faut un calendrier, il faut des propositions, il faut des réponses. Est-ce que cela vous rassure? La seule avancée, c'est que celui qui a la main, celui qui devait prendre la main, l'a prise. C'est lui qui commande, c'est lui qui commandait, et donc c'est lui l'interlocuteur des cheminots, des syndicats de cheminots. Ça, c'est une chose importante. Par contre, on a bien vu qu'il avait entre guillemets, quelques lacunes dans le dossier, puisque nous lui avons posé, tout en lui rappelant que nous étions contre le changement de statut de l'entreprise, contre l'ouverture à la concurrence, nous lui avons posé des questions précises sur la dette, sur la convention collective, etc., etc. Et il vous dit, je vous donnerai les réponses dans les 15 jours, quoi, à peu près. Oui, il a besoin de retravailler le dossier, par exemple, pour savoir combien l'État va reprendre de dette, puisqu'il ne savait pas précisément, mais il convient que cette dette, elle est le résultat de politiques gouvernementales, notamment dans l'investissement des lignes à grande vitesse qui ont coûté très, 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 très cher et qui ont été imposées par les gouvernements successifs à la SNCF. Donc il a reconnu la responsabilité des gouvernements successifs dans le poids de la dette de la SNCF. C'est pour ça que nous lui demandons de reprendre toute la dette. Oui, alors voilà, c'est ce qu'il vous dites aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent toute la dette et que ce soit annoncé d'ici le 23 mai. On ne peut pas montrer du doigt les cheminots, ils ont beaucoup insisté, le gouvernement, sur la responsabilité des cheminots, alors qu'elle est complètement absente de ce dossier, et ne pas tirer les conséquences en disant la dette, c'est l'État, il y a continuité de l'État, et donc nous reprenons la dette. Bon, c'est sur l'ouverture à la concurrence quand même, vous avez bien vu, beaucoup de Français vivent la concurrence tous les jours, et ils sont un peu surpris de cette résistance à l'ouverture à la concurrence. Ils la vivent dans leur vie quotidienne, dans leur emploi, dans leur... Oui, puis ils en mesurent aussi parfois les conséquences. Ils s'y adaptent. Vous savez, il y a quelques années, on nous avait dit qu'en libéralisant et en privatisant les télécoms, il y aurait Internet partout. Il y a encore des zones blanches dans notre pays. Il y a des forfaits qui sont plus bas que d'autres. Oui, mais enfin, quand vous ne pouvez pas utiliser Internet, à notre époque, c'est un peu compliqué la vie, vous savez. Donc, on nous avait promis ça, et des investisseurs privés n'investissent pas dans des endroits où ils ne gagnent pas d'argent. Et bien sûr, sur la SNCF, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, nous l'avons posé cette question au Premier ministre, premièrement, quel avenir pour les lignes secondaires, ce qu'on appelle les petites lignes un peu péjorativement, est-ce qu'ils vont donner des moyens aux régions? Parce que il y a besoin d'entretenir ces lignes. Vous savez qu'il y a des lignes qui ont plus de 80 ans d'âge. 80. Et donc, il y a besoin d'investir. Et vous croyez qu'un investisseur privé va dire, non seulement j'arrive, je mets de l'argent sur une ligne qui est pas rentable parce que c'est un service public, mais en plus, je vais mettre de l'argent pour moderniser cette ligne. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc nous lui avons dit, vous donnez moins de moyens aux régions. Donc donnez-en plus si vous voulez qu'on préserve les petites lignes. Si vous voulez qu'on préserve le service public du ferroviaire, par exemple. Mercredi soir, il va revoir ses dossiers apparemment. L'intersyndicale va se réunir ce mercredi soir prochain. Oui. Est-ce que, dans votre idée, il faut maintenir cette idée de journée sans cheminots pour le 14 mai prochain? Compte tenu qu'on n'a pas eu de réponse aujourd'hui... Enfin, vous dites quand même qu'il y aura des réponses. Pas aujourd'hui, mais elles seront là dans 15 jours. Compte tenu qu'il n'y a pas eu de réponse, et je crois que l'ensemble des organisations syndicales ne sont pas satisfaites de ce rendez-vous, eh bien, nous invitons les cheminots à faire de cette journée du 14 mai une journée sans cheminots, une journée de mobilisation forte et dans l'unité, parce que c'est en préservant cette unité que les revendications pourront aboutir. Le 14 mai, vous plaidez pour cette journée sans cheminots, donc sans train et complètement... Pourtant, aujourd'hui, on est au 8e épisode de grève. Il démarre ce soir. Et il y avait, vendredi dernier, un taux de grévistes de 17,12%, c'est-à-dire le taux le plus bas. Vous ne craignez pas quand même que pour les cheminots, ce soit aussi quelque chose de très difficile de continuer cette grève? C'est bien que vous reconnaissiez que la grève, c'est difficile, et on ne fait pas ça par plaisir, contrairement à ce que je peux lire ou entendre parfois. Nous sommes dans une période particulière où il y a eu des congés, des jours fériés, ce qui explique, pour une part, cette baisse
de la mobilisation, mais c'est pour ça qu'il y a besoin d'un temps fort. Et c'est pour ça que nous proposons que lundi prochain soit un temps fort de tous les cheminots mobilisés. Donc ça veut dire qu'après, d'une certaine façon, après ce temps fort, l'idée de la grève perlée, comme ça, en pointillé, qui reviendrait régulièrement, serait abandonnée? Écoutez, on prépare pour l'instant lundi prochain. Les cheminots décident démocratiquement de comment ils mènent leur action. Et on verra la semaine prochaine comment ça évolue en fonction des déclarations du gouvernement, en fonction des réponses à nos questions, parce qu'il y a des questions fondamentales sur lesquelles nous n'avons pas de réponse. Par exemple, la convention collective du ferroviaire. Qui va rentrer dans cette convention collective? On ne sait même pas le périmètre. On a besoin de réponses. Nous avons posé la question au Premier ministre, qu'est-ce qui pose problème dans le statut des cheminots? Parce que si ça pose problème, il ne faut pas le mettre dans la convention collective. Il ne sait pas nous répondre. Vous voyez, c'est toute une série de questions. On sait que c'est l'emploi à vie, on sait qu'il y a des choses, la retraite, etc. Il n'y a pas d'emploi à vie, il n'y a pas d'emploi. Il y a des retraites, c'est ça ce qui coûte et qui peut peser. Il n'y a pas d'emploi à vie. Le régime de retraite, il y a besoin de plus d'emplois pour qu'il puisse s'autofinancer. D'accord ? Donc, c'est des vraies questions. Quel périmètre et qui, par exemple, le Premier ministre a annoncé il y a peu de temps en dehors des réunions que le fret allait être filialisé. Bon, ça pose la question de l'avenir du fret. Au moment où le président Macron, puisque vous m'en parliez tout à l'heure, a fait la leçon aux sénateurs américains par rapport au désengagement de la COP21. Eh ben, le fret, c'est important. Nous proposons de passer à 25% de marchandises transportées par le fer. C'est bon pour la planète. Pas de réponse du gouvernement, mais pour les salariés qui vont être filialisés, quel statut ? Quel avenir? Encore une question. Ça fait beaucoup de travail pour le Premier ministre et ses équipes pour répondre à toutes ces questions. Vous dites quelque part qu'ils n'étaient pas préparés, qu'ils ont lancé cette réforme sans avoir prévu toutes ces questions, toutes ces réponses? Je pense que le Premier ministre, le gouvernement et le Président de la République ont sous-estimé et les cheminots et l'opinion publique. En gros, ils se sont dit, en 15 jours, c'est plié, notre réforme. Eh bien, on voit bien que, et c'est grâce à la mobilisation des cheminots, grâce au débat avec la population, il faut encore convaincre des gens que toutes ces questions sont restées en suspens et qu'aujourd'hui, tout le monde a droit à des réponses précises sur des questions essentielles. Mais ce que j'entends, c'est que vous aussi, dans le fond, vous avez envie d'en sortir. Mais je vous l'ai dit, est-ce que vous pensez que les cheminots font grève par plaisir ? Personne ne fait grève par plaisir. Donc il faut en sortir. Le conflit, il est de la responsabilité du gouvernement. Donc qu'il apporte des réponses précises, y compris qu'il convainque. Est-ce que vous ne direz pas non? J'ai envie de dire comme d'habitude. Même il y aura des réponses, elles ne vont pas vous plaire pour une partie. Et vous allez dire peut-être non d'emblée, avant même de les entendre. Nous sommes sérieux. Vous savez qu'il y a un peu plus d'un mois, nous avons été pour la première fois chez le Premier ministre et nous lui avons déposé un projet qui garantit le service public du ferroviaire pour tous les Français, quel que soit, pour garantir que les trains partent à l'heure, pour garantir qu'ils ne soient pas annulés. Nous faisons même des propositions pour baisser le prix des billets. Mais dans lequel il n'y a pas d'ouverture à la concurrence, il n'y a pas de remise en cause du statut des cheminots, donc qui est incompatible, qui est aux antipodes du projet du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Que des zones soient laissées à l'abandon? Parce que c'est ça l'ouverture à la concurrence. Je vous ai dit qu'aucun investisseur privé ne va investir dans une petite ligne. Aucun. Alors, prenons l'exemple d'Air France. On va passer du train à l'avion avec le groupe. La terre au ciel, oui, la terre au ciel, avec le groupe qui s'enfonce quand même un peu plus dans la crise après le rejet de l'accord salarial proposé par le PDG de la compagnie qui a annoncé sa démission. L'action a chuté en bourse ce matin. La grève continue. Bon, elle peut disparaître, cette compagnie. En tout cas, cette compagnie, ça fait plusieurs années que le personnel fait des efforts. Et je crois que les résultats de l'année dernière ne sont pas si mauvais que ça. Mais cette année sont moins bons et les perspectives sont difficiles. Les résultats de l'année dernière ne sont pas si mauvais que ça. Après, qui est responsable de cette crise ? Tout le monde s'est accordé à dire que le personnel était en désaccord avec cette mobilisation, avec les revendications. Le PDG propose un référendum et il essaie de dramatiser la situation. Il était sûr de lui, d'ailleurs le Premier ministre aussi était sûr de lui parce qu'il a appelé à voter oui. On va contester ce vote démocratique qui n'a pas été organisé par les syndicats, qui a été organisé par la direction. Ce résultat montre que les salariés ne sont pas contents après avoir fait des efforts pendant des années, après avoir fait en sorte que la compagnie gagne beaucoup d'argent,
on leur propose de continuer à perdre de l'argent et du pouvoir d'achat, c'est tout. Un mot quand même sur les personnels au sol. Est-ce qu'eux, ils ne vont pas se retrouver en difficulté si la compagnie va de plus en plus mal? Tout le monde a perdu du pouvoir d'achat à Air France, tout le monde. Tous les salariés. Donc il faut négocier, s'asseoir à la table de négociation, notamment la direction, et écouter ce que disent les représentants des salariés qui sont confortés par le vote. 80% de participation, vous l'avez noté, et plus de 55% qui rejettent les propositions de la direction. Quand c'est comme ça, la démocratie, on revient s'asseoir et on discute de nouveau. Merci beaucoup Philippe Martinez. Merci d'être venu sur notre plateau. On va écouter Bruno Le Maire. Il était l'invité de Thierry Arnaud hier et il s'est défendu de faire, entre guillemets, une politique de droite, une politique économique de droite. Écoutez-le. Je pense qu'il reste un homme central et que la montée justement des extrêmes ou les réactions que nous voyons montrent à quel point aujourd'hui Emmanuel Macron est l'homme central de la vie politique française, d'ailleurs dans tous les sens du terme. Il ne mène pas la politique que la droite aurait voulu mener. Il mène la politique que les Français attendent depuis des décennies et devant laquelle des majorités de gauche comme de droite ont reculé. Je pense que ce qui fait la marque de fabrique de notre majorité, du Premier ministre, du Président de la République, du gouvernement, c'est le courage. Le courage de décider, le courage de trancher, le courage de proposer et le courage de tenir parole. Bonsoir Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, fondateur du cabinet Asterès, auteur du Travail et l'avenir de l'homme aux éditions de l'Observatoire. Merci Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business et BFM TV. On entendait donc cette façon de défendre la politique économique du président Macron. Un an après, j'aimerais bien qu'on fasse un bilan là-dessus. La croissance atteint 2% en 2017 et on attend pour 2018 2,2%. Le chômage diminue. Bon, c'est vraiment un effet Macron ou c'est vraiment... Non ? Non, il n'y est pas pour grand-chose. Après tout, on ne peut pas lui reprocher non plus. Il est arrivé depuis mai 2017. Ça fait un an quand même, là. Alors, allez, accordons-lui un effet un peu psychologique sur les décisions des chefs d'entreprise pour investir peut-être un peu davantage. Mais là, la reprise qu'on voit d'abord qui a commencé en 2016, c'est clairement le fruit d'un environnement international qui est plus favorable et des mesures qui avaient été prises par François Hollande depuis son virage de la compétitivité en 2014 avec le pacte de responsabilité, le CICE, les incitations à l'embauche, etc. Là, pour le moment, on ne voit pas grand-chose dans les chiffres des résultats de la politique d'Emmanuel Macron. Mais on ne peut pas lui en vouloir pour ça, effectivement. Non, la politique que mène Emmanuel Macron, elle s'attaque à des aspects structurels. Les ordonnances Pénicaud qui modifient le fonctionnement du marché du travail, on ne va pas en voir les conséquences tout de suite, ou peut-être à la marge. Ça peut éventuellement amplifier un phénomène, une dynamique qui est positive, mais fondamentalement... Surtout que ce n'est pas une réforme tellurique non plus, Nicolas. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est quand même assez important. Mais en tout cas, on n'en verra pas les effets tout de suite. La réforme de la formation professionnelle, qui là, pour le coup, est une réforme très en profondeur. C'est un changement, c'est une inversion complète du paradigme de la formation professionnelle. Alors là, on en verra les effets positifs, le temps de former les gens, c'est-à-dire dans 2, 3, 4 ans minimum. Si ça en part bien et si ça vient Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous, je pense que c'est ça le sujet. Au fond, si on était un peu honnête, mais Emmanuel vient de le faire, je suis entièrement d'accord, cette bonne passe conjoncturelle, notamment sur le sujet du marché du travail, elle devrait servir à revaloriser la séquence Valls-Hollande, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des choses au sein du quinquennat précédent qui ont été des mesures extrêmement positives, qui étaient assez courageuses. C'était le tournant social-libéral, au fond, et dont aujourd'hui on tire les bénéfices. Alors en même temps, évidemment, il y a eu la fin de l'ISF et le remplacement par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Attendez, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une forme de coup politique pour Emmanuel Macron, qui a été qualifié de président des riches. Jeudi, suppression de l'ISF, récemment, fin de l'exit tax et d'autres types de mesures comme ça. Alors, on va parler objectivement. Est-ce que ça, c'est utile pour l'économie française à l'arrivée ? Attendez, est-ce que ce coup politique qu'il paye, là, est-ce que pour lui et pour la France et pour l'économie, c'est l'une bonne chose? Alors, sur la question de la fiscalité du capital, moi, j'ai soutenu avec beaucoup d'ardeur ces mesures parce que je considère que l'un des
principaux problèmes de l'économie française aujourd'hui, c'est justement qu'il n'y a pas suffisamment de capital qui s'investit dans les entreprises. On parle beaucoup à juste titre du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique. C'est ça ce qui va marquer le 21e siècle. Un pays, pour rentrer dans l'économie du 21e siècle, il doit avoir du capital à mettre dans ses entreprises pour financer ses investissements. La fiscalité sur le capital qui était la fiscalité française avant qu'Emmanuel Macron ne la réforme, elle était de ce point de vue-là absolument insensée. Mais je vais être honnête avec vous, Ruth. Si la question c'est est-ce qu'on est sûr que ça va marcher ? Ma réponse est non. On n'en est pas sûr. En revanche, je peux vous dire que si on n'avait pas fait ce type de réforme, pour sûr, la France finissait par sortir de l'histoire. Donc oui, je soutiens ces réformes, y compris l'exit tax. En fait, la stratégie d'Emmanuel Macron, dès le départ, elle est quand même relativement lisible. Elle est simple. Elle consiste à dire la France souffre d'un certain nombre de handicaps qui sont dus à des particularismes français. Et moi, je vais essayer de gommer ces particularismes. Donc, c'est notre manque de compétitivité à l'export. C'est une complexité administrative et réglementaire très supérieure à la moyenne de nos voisins. C'est un coût du travail et de la protection sociale trop élevé et qui pèse notamment trop sur le travail et qui n'incite pas les entreprises à investir. C'est une dépense publique qui est trop coûteuse et pas assez efficace. Donc c'est rentrer dans une forme de norme européenne. Oui, quelque part, absolument. C'est corriger ce qu'il considère être les handicaps de la France pour ramener la France dans une norme qui est plus conforme à la norme européenne. Mais alors, avec des choses qui vont dans la bonne direction, mais qui fait que, compte tenu des retards accumulés ces dernières années, prenez la baisse de l'impôt sur les sociétés, par exemple, c'est vrai que on n'y est pas. On n'y est pas parce que à l'étranger, ça reste encore beaucoup plus avantageux. Sur la dépense publique, il n'y a rien pour l'instant. J'ai trouvé cette année plutôt bonne du point de vue de la politique économique. J'ai soutenu la quasi-totalité de ce qui s'est fait. Simplement sur cette question qui est très importante de la dépense publique, c'est important pour deux raisons. C'est important pour l'économie française parce que c'est complètement absurde de payer des dizaines de milliards d'euros d'intérêt de la dette chaque année alors qu'on pourrait les mettre dans l'hôpital ou dans l'éducation. Mais ça pose aussi un très gros problème en matière européenne. Parce que pour moi, si vous voulez, c'est le cœur du sujet ces prochaines années. Si on veut rentrer à nouveau dans l'histoire, il faut vraiment qu'on progresse dans le domaine de l'intégration économique, fiscale, réglementaire européenne. On ne pourra pas le faire si on ne commence pas à réduire la dette publique, c'est-à-dire en réalité la dépense publique. De l'État. Et pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça veut dire quand on reparle du déficit public, je ne parle pas de la dette. Enfin, je fais la différence. Quand le gouvernement dit je suis en dessous des 3% sur le déficit public, vous dites ok, mais attends, et la dette, et ça ne suffit pas, évidemment. Et puis c'est du conjoncturel, c'est la croissance formidable. Mais la dette, elle continue d'augmenter. C'est là d'ailleurs qu'on va voir effectivement la force ou pas de la méthode Macron. Parce que finalement, la méthode Macron, cette espèce de verticalité quand même du pouvoir. On a dit un autoritarisme libéral. Autoritarisme, voire une certaine forme de brutalité. Il faut être honnête, il y a des mesures qui ont été prises qui n'étaient pas politiquement peut-être très, très fines. Quand on supprime les APL, quand on supprime des emplois aidés à 15 jours de la rentrée scolaire, etc. C'était pas forcément très habile. Mais tout le monde s'est gargarisé de la méthode Macron. Mais honnêtement, les deux seules réformes véritables qui ont été faites jusqu'à maintenant, qui est la réforme du marché du travail, elle était quand même extrêmement mature. On avait discuté sur la loi El Khomri. Le fruit ne demandait qu'à être cueilli. Une réforme fiscale, ça se décrète, ça ne se discute pas comme une réforme de l'État. Et là, après, il y a énormément de chantiers qui ont été lancés. Il faut être honnête, l'apprentissage, etc. Mais d'abord, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on voit que quand il faut une vraie discussion, une vraie négociation et qu'il faut faire preuve de pédagogie, pour le moment, c'est très insuffisant. Moi, j'attends beaucoup de la réforme de l'État, mais je pense qu'on va être déçus. La SNCF, on voit que la pédagogie, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Et ça, moi, j'ai peur que ce soit la limite de la méthode Macron et limite qui n'a pas été testée encore. Son raisonnement, c'est il faut que je fasse tout vite pour qu'il y ait des résultats pour 2022. Il y a beaucoup de réformes sur lesquelles les ambitions ont été quand même revues à la baisse assez nettement. Prenez l'indemnisation du chômage, c'est quand même très en dessous de ce qu'était. C'était pas des bonnes réformes. Le programme. Ils ont raison. On est sur le fond, c'était pas des choses très heureuses. Mais oui, par rapport à ce que vous dites, Ruth, ce sont, comme je le disais, des réformes structurelles, donc qui vont donner des effets, aller au bout de 2, 3, voire 4 ans. Si on diminue la dépense publique, à très court terme, ça peut même avoir un effet légèrement négatif sur l'économie française. Donc oui, c'est à mais ce qu'on veut savoir, tu vois, Nicolas, l'idée, c'est pas de dire comment on réduit la dépense publique. Le débat va continuer. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Alain Marchal pour le 20h Paul, mais eux, ils continuent à débattre.